L'actualité à la une ce matin, retour sur la signature de l'accord intermalien hier à Ouagadougou sous la médiation burkinabé. Les rebelles du MNLA, le gouvernement malien et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad s'engagent tous à respecter la convention. Vous les entendrez dans ce journal. Attention, l'orpaillage a des inconvénients sur les ressources en eau. Les substances toxiques utilisées peuvent contaminer l'eau et l'environnement. Orpailleurs et le ministère des Ressources en eau se parlent à Kaya. À suivre dans ce journal. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Le Mali peut parler enfin élection après l'accord signé hier à Ouagadougou entre le gouvernement et les rebelles du nord du Mali. On en parlait hier dans nos éditions, mais voyons en réalité quels sont les principaux points conclus donc dans cet accord. Est-ce vraiment le bout du tunnel? Retour sur les négociations avec Fousseni Kindo. Bamako et les rebelles Touareg du MNLA et du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad se mettent d'accord pour faciliter l'organisation de l'élection présidentielle au Mali dès juillet prochain, ainsi que le déploiement de l'armée malienne à Kidal. Il aura fallu environ 2 semaines pour que les différentes parties parviennent à cet accord. Un accouchement difficile qui a semblé entraîner la médiation dans l'impasse. Avec cet accord préliminaire, on s'achemine vers un retour définitif de la paix au Mali. Étape importante que cette signature, mais le plus dur est devant nous. Amener les uns et les autres à s'engager sincèrement dans la voie de la paix et de la stabilité, à restaurer la stabilité dans le pays. Je crois que ça demande que chacun se surpasse, que chacun pense enfin à ce pauvre pays, à ce pauvre peuple, fortement ébranlé et fortement éprouvé depuis 18 mois. Mais que prévoit l'accord de Ouagadougou? L'accord préliminaire prévoit un retour de l'armée malienne à Kidal et un cantonnement des combattants Touaregs sur des sites de regroupement. Les soldats maliens seront accompagnés par les forces de l'ONU et de l'armée française. Les partis s'engagent également à faciliter le déploiement de l'administration générale et les services sociaux de base dans le nord du Mali. Rappelez-vous, en 2012, les djihadistes avaient évincé le MNLA et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad dans cette partie du Mali. Mais avec l'opération Serval, les rebelles Touaregs s'étaient installés à nouveau en janvier 2013. Et le gouvernement malien souhaite réaffirmer la souveraineté de l'État malien sur ces territoires. L'accord de Ouagadougou qui vient d'être signé réjouit la communauté internationale qui estime qu'il a une portée historique. Nous félicitons les partis pour le progrès qui a été fait. Nous avons soutenu le médiateur, le président Blaise Compaoré, dans son travail important. Je crois que c'est une première étape pour créer les conditions pour une discussion fondamentale sur les problèmes de Mali, un dialogue inclusif. Je crois aussi que ça facilite les élections présidentielles. Et je crois que les partis ont montré beaucoup de courage. Si l'accord doit aider à la tenue de l'élection présidentielle de juillet prochain, ce n'est qu'après que les pourparlers de paix pourront être engagés avec le nouveau pouvoir à Bamako et les différentes parties du Nord. Et on pourra alors décider du sort de l'Azawad. Fousseni Kindo, en plus de cet accord, gouvernement, groupe armé, d'autres organisations ont signé une déclaration d'adhésion à l'accord préliminaire. Ces groupes s'engagent notamment au respect de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale et des valeurs républicaines. Explication Fousseni Kindo. Un acte qui matérialise l'adhésion des groupes armés à l'accord préliminaire. La coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance et le mouvement arabe de l'Azawad s'engagent à respecter les dispositions contenues dans l'accord préliminaire, notamment le respect de l'intégrité du Mali, l'unité du Mali et les valeurs républicaines maliennes. Ces groupes armés, qui se donnent la vocation de groupes d'autodéfense au nord, expriment également leur adhésion totale au principe de désarmement et de cantonnement de tous les groupes armés. Nous n'avons aucun inconvénient et nous disons solennellement, si ces groupes armés respectent les accords, nous les respecterons. Au cas échéant, nous nous défendrons. Ces groupes d'autodéfense se disent prêts à participer au pourparlers inclusif sur la crise malienne.
Chez nous, pour mieux défendre nos frontières, le ministère de la Défense s'oriente vers le budget programme. C'est une approche qui devrait permettre à l'armée d'atteindre ses objectifs dans ce contexte économique difficile. Le sujet a été abordé mardi au conseil d'administration du ministère. Jacques Lamissa-Tarpaga. Les forces de défense nationale s'inscrivent sur la ligne du budget programme, une nouvelle approche qui permettra au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants de mieux définir ses programmes et ses actions. Ce premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année se tient à un moment où l'armée burkinabé est engagée dans de nombreuses actions de maintien de la paix. Il nous faut définir pour notre environnement géostratégique actuel un format adéquat pour nos forces armées nationales et déterminer des normes de performance propres à l'outil de défense. C'est dire que la réflexion devait être poursuivie après le CASEM jusqu'à l'élaboration des outils nécessaires. Nous sommes en outre interpellés par le contexte sécuritaire régional et sous-régional, caractérisé au plus près de nous par la crise malienne. Cette situation est le troisième élément qui fonde ma conviction. Elle nous enseigne que nous devons recourir davantage à nos capacités d'anticipation dans l'exécution de nos missions, alors que les contraintes budgétaires constituent une réalité dans un environnement national où se disputent les priorités en matière de développement socio-économique. Pour le chef d'état-major général des armées, seule une planification rigoureuse amènera les forces armées de défense à réaliser ses ambitions. Il faudra, a-t-il ajouté, saisir l'opportunité des changements qualitatifs qu'apporte le budget programme. La police, elle vient de mettre fin à une contrefaçon de riz et du ciment. Ces présumés malfrats présentés à la presse et livrés au reconditionnement de ces produits dans les emballages qu'ils ont trafiqués. Jacques Lamissa-Tarpaga pour le reportage. Ce sont 4 présumés auteurs de contrefaçon de riz et de ciment arrêtés par les agents de la police du commissariat de Signoguin. Ils avaient en leur possession 245 sacs de riz et 40 tonnes de ciment réconditionnés dans des emballages trafiqués. En ce qui concerne d'abord la pratique sur le ciment, le nommé Tassere et puis ses employés, ils commandent donc le ciment Sinocem qu'ils entreposent dans leur magasin avec leur matériel, à savoir les tôles, etc., la machine. Ils opèrent, ils paient des sacs de marque Sim Togo ou bien de marque Diamond Cement. Et maintenant, ils se livrent donc, ils effectuent donc les opérations donc pour transvaser la marque Sinocem dans des sacs donc Togo ou dans des sacs donc Burkina. En ce qui concerne le riz, également, ils commandent les riz indiens de marque donc Oki de 50 kg. Ils paient également des emballages, des sacs de marque donc thaïlandaise de 25 kg et donc ils transvasent donc le riz indien dans des sacs donc thaïlandais. Les responsables de la société burkinabé Diamond Cement ont procédé à des prélèvements et à des analyses du ciment saisi. Ces commerçants, il paraît que ça fait plusieurs années qu'ils utilisent du ciment importé, du ciment de l'extérieur qui est produit à l'extérieur. Et comme eux-mêmes, ils doutent de la qualité et également, ils n'arrivent pas à vendre. Alors vous voyez, ces difficultés réunies, ils transfèrent la poudre dans l'emballage de Diamond Cement pour pouvoir écouler leurs produits. Alors, à vue, vous voyez que c'est l'emballage de Diamond Cement, mais le produit qui est dedans n'est pas le ciment de Diamond Cement. Ce point de presse a été une occasion pour les forces de l'ordre d'appeler une fois de plus les populations à plus de collaboration. La région du plateau central reçoit à son tour ses semences améliorées et ses intrants pour la campagne agricole en cours. Les 19 communes de la région ont reçu 400 tonnes de semences et près de 5000 charrues. La remise a eu lieu la semaine dernière à Bissiga. Adama Koulibaly. La saison agricole 2013-2014 augure certainement des lendemains meilleurs pour ces producteurs de la région du plateau central grâce à ces charrues et semences améliorées dont ils viennent de bénéficier. En effet, près de 4800 charrues et 400 tonnes de semences améliorées composées de riz, maïs, sorgho, milo encore niébé vont être octroyées à des producteurs de 19 communes de cette région à des prix subventionnés. Coût de cette opération, plus de 385 millions de francs CFA
pour accroître la productivité agricole dans cette zone qui demeure l'une des plus déficitaires au Burkina Faso. L'engrais, la charrue et les intrants, ce n'est pas facile. Mais comme on a eu comme ça va galvaniser notre travail. Ces semences vont certainement nous aider car avant on était obligé d'en acheter en plus de ce que nous récoltons. Grâce aux charrues, si nous obtenons des ânes et des bœufs, nous pourrons agrandir nos champs. Les semences et divers équipements sont cédés contre paiement de 15% de la valeur pour les hommes et 10% pour les femmes sous la supervision des agents du ministère en charge de l'agriculture. Ces agents-là, en fait, seront associés aux représentants des maires, aux représentants des chambres régionales d'agriculture et des CVD. En fait, c'est eux qui sont chargés de choisir les villages bénéficiaires. Et lorsque vous prenez une commune, vous avez tous les villages qui composent la commune et vous divisez ces villages en 3. Nous comptons vraiment sur la division en termes de répartition géographique par rapport aux possibilités qu'offre l'agriculture. Débutée depuis 2008, cette opération vise l'augmentation de la productivité agricole et partant la sécurité alimentaire des ménages en milieu rural. Le projet d'appui à la filière Anacar, lui, tire à sa fin. Producteurs et transformateurs sont en réunion à Ouagadougou pour faire le bilan. Porté par Inades Formation, il touche 3 régions et plus de 15 000 acteurs directs. Jacques Lamissa Tarpaga. Les producteurs dans les filières Anacar des Sésame devront se prendre en charge désormais. Le projet d'appui à ces 2 filières, conduit par l'Institut africain pour le développement économique et social Inades Formation, arrive à son terme après 4 ans d'exécution. L'heure est au bilan et cet atelier est organisé à cet effet. Le projet va prendre fin le 30 juin 2013 et donc nous sommes en train d'organiser cet atelier-là pour partager les acquis du projet et également les difficultés qu'on a rencontrées, mais surtout voir ensemble avec les acteurs quels sont les défis qui restent à relever. Bon, parce que nous, on a impulsé une certaine dynamique au sein de ces 2 filières. Après le projet, il ne faudrait pas que cette dynamique-là s'arrête là. Elle devrait pouvoir se poursuivre et il faut que tous les acteurs impliqués dans l'une ou l'autre des filières puissent être conscients des enjeux, des défis qui restent à relever pour pouvoir poursuivre l'action après nous. L'appui à la valorisation des ressources agricoles locales, filière Anacar des Sésame s'achève, mais les perspectives sont bonnes. Le projet ainsi que d'autres actions en soutien à ces filières-là ont permis déjà d'atteindre un certain nombre de résultats qui permettent à ces filières maintenant d'avoir une structuration un petit peu plus stable et donc des bases sur lesquelles développer l'avenir de ces filières. Je crois que les acteurs impliqués vont devoir prendre certaines responsabilités. Le projet a concerné 15 000 personnes dans la boucle du Monde, le Centre-Nord et le Sahel. Il s'est agi de faire en sorte d'améliorer, de diversifier et de sécuriser les revenus des producteurs et des transformateurs. Autre point de l'actualité ce matin, l'orpaillage a des effets néfastes sur l'environnement. Les ressources en eau, le bétail et tout simplement la nature sont menacés par les produits toxiques qui y sont utilisés. Le ministère des Ressources en eau a décidé de parler directement aux orpailleurs. Ils se sont rencontrés hier à Kaya. Aboubakar Sagno. L'utilisation des produits toxiques comme le cyanure et le mercure sur les sites d'orpaillage dans la région du Centre-Nord constitue un réel risque de pollution des ressources en eau. Les autorités régionales et celles des aménagements hydrauliques veulent réduire au minimum ces risques de contamination. À travers cet atelier, elles attirent l'attention des orpailleurs sur les dangers que constitue l'usage anarchique de ces substances nocives. Nous enregistrons malheureusement souvent des cas d'animaux qui meurent de façon suspecte, sans qu'on ne sache de façon précise de quoi ils meurent. Mais je pense que c'est dans des localités qui sont voisines des sites d'orpaillage. Donc nous pensons vraiment que c'est certainement l'utilisation de ces produits chimiques qui entraîne la mort de ces animaux. Et parfois aussi, dans certains plans d'eau, nous constatons qu'il y a des poissons qui meurent. Et cela est lié probablement également à l'utilisation
produits chimiques toxiques. Au-delà des animaux, la mauvaise manipulation des produits chimiques sur les sites menace aussi toute la chaîne alimentaire. Au niveau des eaux souterraines, l'eau qui tombe s'infiltre. Une partie en s'infiltrant entraîne aussi les polluants dans le sol. Donc nos ressources en eau souterraine peuvent se trouver aussi en danger par rapport à cette activité. L'orpaillage contribue certes à la réduction de la pauvreté, mais il ne doit pas mettre en péril des vies humaines. C'est le principal message livré ici à ces orpailleurs. L'objectif est de faire prendre conscience à ces chercheurs de métal jaune du danger de la manipulation incontrôlée des polluants qu'ils utilisent. Et on en vient à cette question à présent. Comment prendre en charge l'insuffisance rénale? Ce qui est désormais considéré comme une grande question de santé publique occupe les spécialistes. Ici à Ouagadougou, professionnels de la santé, fournisseurs d'équipements et personnes atteintes de la maladie recherchent des solutions. Lazare Pouya. La question de la prise en charge des personnes atteintes de l'insuffisance rénale se pose avec acuité dans notre pays. Un seul centre à Ouagadougou assure pour le moment cette prise en charge avec un nombre croissant de patients qui sont peu satisfaits des coûts de soins. C'est donc pour changer la donne que l'Agence d'équipement et de la maintenance biomédicale AGEMAB et ses partenaires ont initié ce symposium dont l'objectif est de contribuer à améliorer la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique et de réfléchir sur le renforcement des capacités techniques en hémodialyse. La situation est caractérisée par des insuffisances en termes de personnel spécialisé, en termes de plateaux techniques adaptés, et notamment les centres d'hémodialyse pour les soins et la survie des patients. Nous avons aussi des missions de développement des compétences, de transfert des technologies, de promotion du partenariat avec les fabricants, les équipementiers dans le domaine. Et c'est pourquoi il nous a paru important, et suite aussi aux instructions du gouvernement, d'œuvrer très rapidement au renforcement des capacités techniques pour l'hémodialyse dans notre pays. À ce symposium de 2 jours, fournisseurs d'équipements et de produits de santé, personnes souffrant de l'insuffisance rénale et professionnels de la santé vont autour d'une même table réfléchir et proposer des solutions pour une bonne prise en charge de l'insuffisance rénale au Burkina Faso. Pour le département de la santé, cette rencontre présente 2 atouts majeurs. C'est d'abord le partenariat qui se développe entre l'AGEMAB et des sociétés et fournisseurs d'équipements. Et deuxièmement, c'est un symposium qui est focalisé sur la prise en charge des insuffisants rénaux est très importante pour nous parce que c'est une pathologie qui est très peu connue et prise en charge. Les conclusions de ce symposium devront permettre de favoriser la création d'un second centre de l'hémodialyse à Bobo-Dioulasso et de mieux assurer la prise en charge de l'insuffisance rénale dans notre pays. Pour prendre en charge les urgences drépanocytaires, le ministère de la Santé forme les médecins. Cette formation intervient à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation sur la maladie. Le but est de contribuer à la réduction de la mortalité des patients. Yolande Lompo. Maladie génétique la plus répandue dans le monde, la drépanocytose constitue un problème de santé publique qui touche près de 155 pays. Dans la plupart des cas, la douleur est si intense qu'une prise en charge adaptée s'avère nécessaire. Et le patient drépanocytaire qui arrive en urgence a besoin d'un traitement rapide pour non seulement supprimer la douleur, mais aussi pour éviter les complications. À cet atelier, il s'agira de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité des patients drépanocytaires à travers une meilleure prise en charge. La prise en charge n'est pas gratuite. Il faut beaucoup de moyens. Ça va dans la certaine pour un examen. Par exemple, si vous avez un examen pour les yeux, vous avez au moins 125 000 francs à dépenser pour un seul œil. Donc vous multipliez par 2, ça fait 250 000 francs. Ça, c'est pour les yeux d'abord. Et au niveau aussi il y a des examens aussi de la hanche. Il y a tout ça qui varie de 25 000 en allant. Environ 70 praticiens venant de 13 régions prennent part à cette rencontre au cours de laquelle plusieurs thématiques seront développées. Il sera développé un certain nombre de thématiques
allant de l'accueil du patient drépanocytaire au service d'urgence, au traitement de la douleur, à la sécurité transfusionnelle au niveau de la drépanocytose, aux indications aux pratiques transfusionnelles. Il sera également discuté et élaboré au cours de cet atelier des fiches techniques dans la prise en charge du patient drépanocytaire en urgence. Et en prélude à la journée mondiale de sensibilisation sur la drépanocytose, commémorée chaque 19 juin, le comité d'initiative contre la drépanocytose, le Grand-Duché de Luxembourg et le ministère de la Santé se donnent la main pour lutter contre cette maladie en renforçant les capacités de ces praticiens afin de permettre aux drépanocytaires de mener une vie relativement normale. À l'étranger, la jeunesse brésilienne prend en otage l'organisation du Mondial 2014. Les jeunes étaient plus de 50 000 dans la ville de Sao Paulo et dans plusieurs autres villes du pays à marcher pour dénoncer la cherté de la vie liée au mondial et aux Jeux olympiques que le pays doit accueillir en 2014 et en 2016. Cette triste nouvelle, la RTB est en deuil. Micheline Naba, agent au service montage de la télévision, nous a été arrachée ce matin des suites d'insuffisance respiratoire. La nouvelle nous a profondément attristés après l'avoir vu travailler juste hier pour le journal de 20h. Karim Patrick Namono. Voici la toute dernière image de Micheline Naba, prise hier nuit. Très tôt ce matin, la triste nouvelle est tombée. Micheline Naba est décédée suite à une courte maladie. L'annonce de son décès a plongé ses consoeurs et ses confrères dans une profonde tristesse. À la télévision du Burkina, Micheline Naba, Michou pour les intimes, était monteuse à la section montage. Joviale, son sourire a toujours illuminé le cœur de ses consoeurs et confrères qu'elle appelait affectueusement papa, tanti, tonton ou grand-mère. Micheline Naba laisse derrière elle une adolescente éplorée, un époux attristé et une mère en pleurs. Micheline Naba, puisses-tu reposer en paix dans la grâce et la miséricorde divine. Voilà, toutes nos pensées à l'endroit de sa fille Madina, son époux Draman et sa mère Kadidiatou Naba. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est tristement que ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie.